5e prise. C'est ça. Bonjour, je suis Julie, je suis la fondatrice de Co-Woman que j'ai lancé il y a 1 an et demi sur Paris. C'est un réseau d'entraide pour les femmes qui entreprennent. Et ça prend effet au travers d'ateliers sur Paris qui ont lieu de 9h à 11h. Alors, pourquoi 9h à 11h? Parce que moi je trouve que c'est le moment de la journée, en tout cas le matin, c'est le moment de la journée où on a le plus d'énergie. Et l'idée, c'est de faire des ateliers qui boostent les femmes et qui repartent du coup chez elles et qui toute la journée du coup ont cette bonne humeur, ce côté un peu punchy. Ça prend effet sous 3 volets. Le premier volet, c'est des workshops qui ont lieu avec des experts pendant 1h30, 2h, toujours avec une formule petit déjeuner et sur lequel on parle de problématiques entrepreneuriales sur un sujet bien spécifique, par exemple comment gérer ses relations presse, comment je développe ma visibilité sur Instagram, ou encore comment je gère mes relations avec les blogueuses, ou comment je dépose ma marque à l'INPI, et du coup je protège ma marque. Donc ça c'est le premier volet. Le deuxième volet c'est des talks inspirants, où là je fais venir des entrepreneurs qui vont parler de leur parcours, donc vraiment sous forme d'interview, et puis après il y a de l'échange avec questions-réponses. Et ensuite il y a les déjeuners entrepreneurs qui permettent aux femmes de se retrouver dans un moment convivial et surtout d'échanger, de networker, même si j'aime pas trop ce terme parce que je trouve que c'est pas très joli, mais en tout cas voilà, ça permet d'échanger et sur les difficultés de l'entrepreneuriat, les succès, comment on arrive à résoudre telle ou telle problématique et surtout de sortir de leur solitude qui est hyper importante aujourd'hui sur notamment des solo-entrepreneurs qui bien souvent travaillent dans des espaces de coworking ou chez elles. Et du coup, l'idée, c'était aussi de s'entraider, d'être dans le partage, dans la bienveillance et surtout de se donner des conseils. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé sur mon parcours entrepreneurial au tout début et qui m'aide encore aujourd'hui. On attire les gens qui nous ressemblent. Donc je pense que spontanément, j'ai cette chance-là à tous les ateliers d'avoir des filles hyper bienveillantes qui sont plutôt dans le partage et qui sont en demande. Et j'ai appris ça en 1 an et demi, c'est que un réseau féminin, on vient à 50% pour la fondatrice. J'ai mis beaucoup de temps à en prendre conscience parce que pour moi, je créais quelque chose qui existait. J'ai rien inventé sur les réseaux féminins. Quand j'ai lancé ça, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une demande. Alors pour moi, c'était une bonne marketeuse que je suis, c'était complètement saturé. Mais le fait est que j'ai déjà participé à des réseaux féminins, même encore aujourd'hui, puisque moi, je pars du principe qu'on n'est pas attaché et lié à un réseau féminin et qu'on peut trouver plein de bonnes choses aussi dans d'autres réseaux féminins. Et du coup, effectivement, ça joue effectivement sur la première clé d'entrée qui est la fondatrice. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs qu'elle? Est-ce qu'on est plutôt pas du tout comme elle? Est-ce qu'elle est plutôt accueillante, chaleureuse, conviviale? Voilà. Et après, ça c'est inhérent à chaque personne. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis. Je ne me suis pas transformée pour Co-Woman. Je suis dans le spontané et j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, je suis comme je suis et j'attire les gens qui m'aiment bien. Voilà. Après, la convivialité, elle se joue aussi parce que ça peut arriver, et c'est déjà arrivé très rarement, mais c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que les ateliers Co-Woman qui sont vraiment en réalité où on se voit sont en fait l'extension d'un groupe sur Facebook qui existe, qui est fermé et qui compte aujourd'hui plus de 950 membres. Il n'y a pas de personnes qui viennent et qui disent voilà, moi j'ai ça à vendre et un peu la vendeuse de tapis. Ça n'existe pas. Je pense qu'on est toutes là pour développer notre carnet d'adresses, pour échanger, à la limite travailler ensemble. Mais je pense qu'il y a différentes manières de le faire. Il y a la manière hyper brute qui est tiens, voici ma carte de visite et en gros tu peux m'acheter ça, moi je vends ça, et la commerciale de base, ça n'existe pas chez Co-Woman parce que moi je ne le tolère pas, je ne le fais pas moi-même, alors que j'ai quand même des prestations à vendre. Et je ne le tolère pas en fait, ça c'est vraiment rédhibitoire. Donc la sélection elle se fait par elle-même. Du coup, les gens ils sont plutôt là dans un cadre de rencontre. Donc, effectivement, c'est comme ça que je l'insuffle. Et après, sur les talks,
effectivement, il y a des personnes que j'aimerais bien voir en talk, que je trouve hyper inspirantes, mais que je ne trouve pas du tout bienveillantes, et qui se mettent sur une échelle au-dessus des autres. Et pour moi, ça c'est rédhibitoire aussi, c'est-à-dire qu'on est toutes à la même échelle. Et il n'y en a pas une qui sort du lot plus que l'autre, et celle qui fait plus d'argent, elle est meilleure que les autres, et celle qui a 3 salariés, elle est meilleure que les autres. Non, on est toutes avec un background différent. Et le fait est aussi, c'est que dans Common, et ça, avec 1 an et demi de recul, je m'en rends compte, c'est qu'il y a 30% des filles qui ont vécu un burn-out. Et je pense que quand on a vécu la malveillance en entreprise, moi j'ai vécu aussi, donc je ne peux pas mentir là-dessus, ça fait partie de mon passif professionnel. Je ne peux pas être malveillant, enfin il ne peut pas avoir des gens qui ont des mauvaises ondes, c'est impossible pour moi. Et voilà, je suis quelqu'un d'empathique, donc je le ressens aussi. Et bon, voilà, en général, c'est arrivé sur un ou 2 ateliers où les filles, je sentais dès leur arrivée qu'elles étaient pas raccord sur le workshop, les bras croisés, un peu à mettre de la distance, c'est-à-dire moi je fais mieux que vous. Et voilà, je sais qu'elles viennent une fois, elles ne reviendront pas parce que voilà, la majorité des filles ne sont pas comme ça aussi. Donc, voilà, c'est la sélection naturelle. Sur la première question, moi l'humilité c'est vraiment la clé de réussite. Après je pense que c'est aussi mon caractère. J'ai été salariée, je gagne très bien ma vie, je sais ce que ça m'a coûté aussi comme effort. Je sais aussi que j'ai un parcours scolaire qui fait que je pourrais prétendre à différents postes et à des postes à responsabilité comme j'occupais avant. Et pour autant, aujourd'hui je repars de zéro. Moi quand j'ai commencé ma route sur l'entrepreneuriat, je pensais que ça allait être une parenthèse dans ma vie, parce que j'en avais marre du monde salarié. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a donné ma chance en m'étant freelance, c'était une créatrice qui est aujourd'hui devenue une copine avec qui je continue de travailler, mais c'était une créatrice de mode. Je connaissais absolument rien à ce secteur-là, parce que j'étais dans les nouvelles technologies, même si j'étais sur du marketing et du CRM, ça n'avait rien à voir. Et elle m'a appris le métier du plus bas de l'échelle. Alors, j'aime pas dire du plus bas de l'échelle, mais en réalité, en fait, elle m'a juste appris les différentes étapes pour faire un bijou. Et qui commençait par aller voir un ferronnier, aller voir un artisan, aller apporter de la chaîne, monter de la chaîne. Enfin, je veux dire, c'était les premières étapes pour bien comprendre et pour aller voir après des boutiques et expliquer ce que c'était le savoir-faire français, le Made in France, etc. Et je connaissais par cœur le produit et je savais comment on le faisait. Et du coup, quand on me disait par exemple c'est trop cher, je disais non, il y a toutes ces étapes. Et je pense que ça a été, ça fait aujourd'hui, ça a toujours été voilà, en parenthèse, et je sais d'où je viens. Pour autant, j'ai appris un travail à la base avec un bac+5 que j'aurais pu ne pas prétendre faire dans ma vie. Donc, après, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc voilà, quand on a son compte, on fait tout. Enfin, quand on n'a pas de budget, on fait tout. On fait le graphiste, on fait le chef d'entreprise qui gère ses stagiaires ou un salarié. On met les mains dans le cambouis quand il y a le site web qui bug. Donc l'humilité pour moi, c'est si on ne veut pas faire ça, dans ce cas-là, on a beaucoup d'argent et on est un entrepreneur qui a beaucoup d'argent avec beaucoup de budget et c'est très bien. Et en tout cas, moi, c'est pas comme ça que l'entrepreneuriat, je le vois. Et voilà, et je rencontre quand même pas mal d'entrepreneurs qui sont quand même dans le top 10 des entrepreneurs, qui ont cette humilité de donner de leur temps, qui se laissent interviewer, qui sont au même niveau que moi quand elles se font interviewer, qui se sentent pas supérieures. Et moi, je trouve que c'est vraiment des modèles, quoi. Enfin, c'est comme ça il ne faut pas prendre la grosse tête, quoi. Enfin, voilà, de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est aussi des jours où tout va bien et un jour, ça peut s'arrêter, le château de cartes peut s'effondrer, faut en être conscient. Et voilà, c'est aussi ça, être humble. Après, sur la deuxième question que tu posais, il y a des hauts et il y a des bas. Après, je pense que moi, j'ai 5 ans d'entrepreneuriat, donc je l'ai vis 10 fois mieux qu'avant. Mais au début, en plus, j'étais toute seule. Mes proches pensaient que je faisais une crise de la trentaine, donc clairement, il ne fallait pas trop que je me plaigne. J'avais un bac+5, pourquoi je ne prenais pas un poste comme tous mes copains. Et voilà, donc, je les ai hyper mal vécus parce que je pense que j'étais en résistance de me dire oh là là, mais je suis pas bien. Mais au final, voilà, il y a des journées où ça peut être l'horreur,
et le lendemain, tout va se résoudre. Et c'est pas évident. Après, moi je les vis comme je les vis. Ça m'empêche pas tous les 6 mois de regarder les annonces en me disant oh là là, je vais reprendre ma vie de salarié, je vais gagner mon argent comme avant, je vais prendre mes congés, quand je serai malade, je serai malade. Et en fait, je regarde les annonces et bon, en une heure, je me dis assez vite ah non, c'est pas pour moi, je suis pas prête. Voilà. C'est plutôt comme ça que je le gère. Et après, les moments de bas, l'idée c'est aussi d'en parler avec d'autres entrepreneurs et de les accepter plutôt que les vivre en se disant non, faut pas que je sois en bas, faut pas que je sois. Faut les accepter, faut lâcher prise et se dire demain tout pourra aller bien. Et les moments de haut, c'est aussi de les voir de la même façon. C'est-à-dire que quand tout va bien, se dire ça va. Hein, on n'est pas youpi tralala en se disant ouh, je suis sur. Non, on s'en plaint pas. On se dit ça va, mais potentiellement, je fais en sorte que demain ça aille et ça continue et je construis brique après brique plutôt que de se dire ça va super, c'est super, ça va rester comme ça. Non, la vie d'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Moi j'ai été prête, clairement j'ai été prête à les faire parce que j'avais vécu dans le monde de l'entreprise de l'harcèlement moral. Je pense que ça peut détruire. Je l'ai vécu, j'ai fait quand même 4 boîtes en 8 ans, ce qui est quand même pas rien dans l'univers où j'ai créé un poste, parce que le CRM il y a 10 ans on n'en parlait pas plus que ça. Une femme sur CRM, on n'en parlait pas plus que ça, et une femme qui était marketeuse et qui requêtait en base, j'étais la guide de service. Donc avec une tête de marketeuse, ça n'existait pas, j'ai quand même été dans des grands groupes, etc. Et voilà, moi j'ai trouvé qu'en tout cas mon utilité dans ces entreprises à un moment donné avait une limite. Alors effectivement ça a été à 29 ans, moi ce que je constate dans les filles qui viennent dans Co-Woman, c'est plutôt après la grossesse où elles se retrouvent forcément pas avec des postes, soit avec des reproches, soit avec des postes qui sont moins intéressants, etc. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Aujourd'hui, je suis maman, mais je l'ai vécu avant. Pour autant, je trouve que ça, en tout cas, le monde de l'entreprise, le fait de l'avoir rencontré sous différents aspects, ça m'a permis en tout cas de me dire, pas d'être entrepreneur, parce que moi, c'était une parenthèse, mais de me dire, en fait, qu'est-ce que je veux faire réellement de ma vie et comment le matin, je me lève et je fais quelque chose de concret. Et coûte que coûte, j'essaye de m'en sortir et de gagner ma vie, et ça sera peut-être une parenthèse, peut-être cette parenthèse, je ne le dis pas, peut-être cette parenthèse, ça sera 10 ans de ma vie, ça sera 7 ans de ma vie, ça peut s'arrêter peut-être en septembre, je n'en sais rien. Pour autant, qu'est-ce que je capitalise sur ces années d'entrepreneuriat? Donc effectivement, il y a la gestion de l'échec, la gestion de la peur de gagner de l'argent, etc. Mais moi, je ne dirais pas que je suis née entrepreneur. Après, maintenant, avec du recul, je me rends compte que je ne rentrais pas dans les cases qu'on voulait me donner, et que je ne suis jamais rentrée dans les cases parce que je pense que j'avais pas les pieds dans le même sabot, et qu'aujourd'hui l'entreprise, alors elle évolue, elle change, mais à l'époque, en tout cas, on était dans un poste CRM, on restait dans son poste CRM et on n'avait pas d'idée sur la création, sur le poste marketing produit, et on ne donnait pas son avis. Et moi je pense que ça ne me convenait déjà pas à l'époque. Donc après, c'était l'entrepreneuriat parce que ça s'est fait comme ça. Mais clairement, je pense qu'on n'est pas entrepreneur. Après, je pense qu'on a l'âme ou pas d'entrepreneur. Il y a des filles aussi qui sont venues dans Co-Woman que j'ai rencontrées et qui m'ont dit moi je suis pas prête, j'ai le chômage, ce qui est quand même une vraie opportunité en France, c'est d'avoir le chômage. Je suis totalement d'accord. Dans l'entreprise, on transforme son chômage. Moi j'avais du mal à l'époque à le faire comprendre aux gens qui m'entouraient. Ils disaient ouais mais t'es au chômage quand même, socialement c'était hyper lourd. Pour autant, on leur disait ouais mais moi je construis mon entreprise et en fait ça permet d'avoir un confort. Et j'ai 2 ans et c'est limité. 2 ans ça va très vite. Pour autant, j'ai des filles effectivement qui me disent ouais moi je gagne ma vie, j'ai mon chômage, pour autant je suis pas prête à me sacrifier, de m'acheter des sacs à main, à avoir la nounou qui garde ma fille, pour faire un dîner entre amoureux. Ouais, c'est sûr. Moi en fait je me suis rendu compte assez vite qu'en fait ma penderie était pleine et que j'avais pas forcément envie de la remplir plus que ça. Par contre, de manger tous les mois, de payer mon appartement toute seule, c'était dans ma to-do list, et de me dire c'est moi qui l'ai fait quoi. À un moment donné, donc après je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde. Je pense qu'il faut avoir
vécu, être prêt à faire des sacrifices. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui les nouvelles générations, elles se lancent direct après la sortie d'école. Elles vivent pour certaines chez papa et maman et c'est aussi un confort comme le chômage. Et tant mieux, mais par contre, il faut être prêt à faire des sacrifices parce que se dire je vais être entrepreneur, je vais gagner ma vie et je vais gagner ma liberté, non. Et il y a plein de gens, moi je vois sur les générations de mes parents, grands-parents qui s'imaginent ah ouais, mais t'es à ton compte, tu gagnes super bien ta vie. On fait pas ce qu'on veut, oui, des fois on aimerait bien partir un mois en vacances, mais à un moment donné, si on ne gagne pas d'argent, le compte il est rouge. Non, en fait. Les aléas de la vie, il faut les vivre avec, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de prévoyance, il ne faut pas être malade, on a des clients, il n'y a personne pour nous remplacer. Je pense que c'est un cadre de vie qu'il faut appréhender en fait. Et tant qu'on ne le vit pas, je pense qu'on ne sait pas si on peut être entrepreneur ou pas. J'étais à mon compte, donc j'ai connu mon mari, lui il était plutôt en désir d'enfant. Et moi j'étais non mais moi je suis à mon compte, jamais je pourrais avoir des enfants. Et quand il m'a dit viens on fait un enfant, je me suis dit ok. En fait il me dit viens retourne salarié, ce qui n'était pas du tout dans mon schéma à l'époque. Donc j'ai commencé à m'en renseigner et en fait c'est des copines qui m'ont dit mais non mais pas du tout, tu as 2 ou 3 compensations financières quand tu es enceinte, quand tu es en congé maternité. Donc il faut bien remplir les fiches, bien remplir avec le spécialiste qui te suit, bien envoyer au RSI. Et alors, administrativement, c'est lourdin, je pense. Moi, j'ai eu un congé maternité. Alors, effectivement, moins long. Moi, c'est simple, j'ai été arrêtée le jeudi, j'ai accouché le dimanche. Ah oui, quand même. Mais normalement, j'étais censée accoucher 15 jours après. Donc, j'avais quand même 15 jours. Je crois que c'est 15 ou 20 jours. Donc, effectivement, c'est plus court. Ça, pour le coup, je trouve ça totalement injuste. On comprend aussi qu'on ne travaille pas pendant cette période-là. Après, clairement, moi j'ai eu 2 mois de congé maternité post-accouchement. Si tant est que ça se passe bien, moi ça s'est bien passé, c'est super. Quand vous avez un enfant qui naît prématuré, il y a quand même des droits qu'on devrait avoir en étant à son compte. Mais on a de l'argent, on ne vit pas sans rien. Alors après, je pense que ça dépend des statuts. Ouvert d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit, ça permet quand même de faire des rencontres, d'être en veille en permanence sur le marché, sur ce qui se passe, qu'est-ce qui est bien, les gens à rencontrer, etc. Parce que ça, faut être sacrément ouvert d'esprit et pas être dans un cadre complètement... moi, j'appelle ça le rail salarié où tu fais métro, boulot, dodo. Il n'y a pas une journée pareille. Et il n'y a pas une journée... ça va être la joie et le matin et l'après-midi ça va être les turbulences totales. Donc il faut être quand même flexible. Je dirais qu'il faut être courageux et déterminé. Si vraiment à l'intérieur, au fond de ses tripes, on sent qu'on veut faire ça, il faut se donner tous les moyens. Et moi je trouve, après être entrepreneur, c'est plutôt moins comme ça que je le vis, c'est prendre des risques plutôt qu'avoir des regrets. Mais ça c'est vraiment... Moi, je suis plutôt quelqu'un comme ça, je préfère me jeter dans le vide et me dire j'ai pris le risque et au pire des cas, c'est l'échec et c'est pas grave, on rebondira, plutôt que de me dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et finalement vivre toute sa vie avec des regrets et être frustré. Donc je dirais vraiment ça. Et après, l'humilité, mais ça j'en ai parlé avant, il faut être humble sur ce qu'on fait et pas se croire supérieur aux autres et penser parce que la roue elle peut tourner et que aujourd'hui, ça peut être super ce qu'on a fait et ça peut être l'échec dans 10 ans. Voilà. Le conseil vraiment que je donnerais aujourd'hui, c'est savoir s'écouter, c'est savoir prendre les bonnes décisions. Il faut se faire confiance. Si on ne le sent pas et si vraiment il y a un truc qui tape sur nos valeurs, ou si moi je suis assez intuitive, mais je me dis souvent, mon intestin. Et mon deuxième cerveau, et c'est pas faux, en fait si je le sens pas et je sens qu'à l'intérieur ça se brille, j'irai pas. Si vraiment j'ai un doute, il n'y a plus de doute, j'irai pas. Et en général, c'est comme ça que je prends en tout cas moi mes décisions. Et je trouve que quand on est entrepreneur, alors je sais pas si tout le monde est comme ça, parce que même en ayant fait des interviews, d'autres entrepreneurs elles l'ont pas forcément dit.
Mais moi, en tout cas, je trouve que être entrepreneur, c'est aussi être intuitif et savoir s'écouter. Et moi, je fais tout à l'intuition, ça peut paraître hyper... c'est pas rationnel, quoi. Je veux dire, si je vais voir d'autres entrepreneurs, ou même aujourd'hui, je recherche des partenaires pour Common et je dis je fais à l'intuition, c'est hyper compliqué de vendre son intuition. L'intuition, ça n'a pas de prix. On peut vendre une compétence technique, mais on ne peut pas vendre une intuition. Ceci dit, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai toujours fait. Si je le sens, j'y vais. Si je le sens pas, j'y vais pas. Et ça, c'est voilà, le meilleur conseil. Moi, je trouve que c'est le meilleur conseil. C'est être... Si on ne le sent pas, c'est qu'on n'est pas en adéquation avec ses valeurs, on n'est pas aligné. Et du coup, ça va être vraiment dans la frustration et ça va être un peu violent de travailler pour tel client, il ne faut pas le faire en fait. J'ai jamais trop vécu dans l'entrepreneuriat le fait d'être une femme, que ça soit une contrainte. Plus quand j'étais salariée, il y avait beaucoup d'hommes qui m'entouraient. Mais je pense que justement, c'était aussi l'avantage d'avoir aussi une femme pour un peu équilibrer les caractères, etc. Je temporisais quand même pas mal ce qui se passait dans mon entreprise. Après, sur l'entrepreneuriat féminin, moi, j'ai pas constaté que la femme, qu'il fallait à tout prix défendre la femme. Et c'est pas le message que j'ai envie de faire passer dans GoWoman. C'est pas ça. Je le ferme pas aux femmes parce que je suis féministe, je le ferme aux femmes parce que c'est en tout cas moi, je suis une femme et c'est comme ça que je les comprends plus. Je trouve que dans les entrepreneurs, les hommes, ils ont une ambition qui est permise en France. On a le droit d'être ambitieux quand on est un homme et quand on est une femme et qu'on est ambitieuse, on est très vite une harpie. Alors qu'en fait, aux États-Unis, les femmes ambitieuses et qui connaissent l'échec, c'est génial, quoi. Et en fait, je trouve qu'on ne se défend pas du coup de la même façon en France quand on est une femme. On n'a pas la même légitimité. Et du coup, on est obligé de parfois surjouer. C'est un peu ça qui me dérange et c'est aussi pour ça que voilà, les événements ils sont féminins. Et quand on rajoute, si je rajoutais par exemple aux événements GoWoman 10 hommes, je suis sûre que ça ne serait pas la même chose, puisque je suis quasi sûre d'avoir au moins un homme qui croit qu'il est un coq dans une basse-cour. Et ça dégrade la confiance ça dégrade la confiance qu'elles ont en elles, quoi, en fait, les femmes. Donc, voilà, c'est aussi ça le mot. Donc il n'y a pas de message où c'est pas pour les hommes, c'est pas du tout ça. Et après, on n'a pas les mêmes problématiques au même moment. Par exemple, j'ai beaucoup de femmes qui ont vécu des banquiers qu'elles vont voir pour faire un prêt et elles ont des réflexions parfois de ah oui, vous êtes femme au foyer, donc vous ne savez pas comment vous occuper. Des réflexions qu'on ne se permet pas aux hommes. Donc vraiment, le point il est de donner la même égalité aux hommes et aux femmes, d'avoir les mêmes outils pour se défendre de la même manière dans l'entrepreneuriat. C'est ça le point. Et que l'ambition ne soit pas mal vécue et qu'on a le droit aussi de dire j'ai une entreprise. Souvent quand elles se présentent, elles disent j'ai une petite entreprise. Moi quand j'entends ça, ça me dit non, c'est une entreprise, elle n'est pas plus petite ni plus grande que Dieu, c'est une entreprise. Et c'est la même qu'un homme qui se lance, quoi. Donc voilà, avec les mêmes contraintes. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que j'essaye de fournir des outils. Et après, sur des phrases qu'on peut entendre, c'est plus de renforcer en fait la confiance en soi. On n'a pas la même quand on est une femme, on n'a pas la même quand on est un homme. Et voilà, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille sur l'entrepreneuriat féminin. Et je pense qu'il y a des beaux rôles modèles qui donnent quand même cette vision où on peut être une femme et réussir et porter un message. Et voilà, c'est plutôt cet esprit-là.